Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième séance de nos rencontres. Donc, je vais passer la parole à Joël Guérin qui va animer, je dirais, cette partie de notre intervention. Et je remercie Pierre Zarka, bien entendu, de nous faire le plaisir de sa contribution pour cette année. Joël, à toi. Bonjour Pierre, nous nous Oh, connaissons. Oui, il y a 20 ans, vous étiez à l'Athénée municipal avec le grand journaliste Jean-Claude Guillebeau, vous vous en souvenez? Oui, Hein. Bon, ben voilà. ça nous rajeunit. Donc, oui, ça nous rajeunit, comme vous dites. OK. Donc, j'ai repris le texte de présentation. Choisir entre deux finalités de la société, le développement des personnes ou le monde de la finance. Votre sujet questionne l'immédiat. Comment expliquer la lenteur et les difficultés rencontrées par Macron pour former un gouvernement? C'est juste d'actualité. Si ce n'est pas la profondeur de la crise institutionnelle, ce n'est pas anecdotique. Crise, ce qui ne peut ni continuer ni revenir en arrière. Voilà. Donc, dans tous les domaines, cela se traduit par une distance vis-à-vis d'elle, tant son héritage élitiste rebute. Alors, tu vas nous expliquer ceci et je te laisse. Tu as beaucoup de talent. Tu as été directeur de l'humanité. Je ne me rappelle plus en quelles années. Et je te laisse la parole et ensuite on te posera des questions. J'ai été directeur de 91 à 2000. Voilà. Eh ben, merci pour votre invitation. Vous avez un programme qui est très alléchant, si je puis dire. Dans tous les pays développés, le capitalisme est en train de faire la démonstration que, à la différence de l'ère de la révolution industrielle, il n'est plus en situation de soutenir le développement des sociétés. Ce que Marx désigne comme baisse tendancielle du taux de profit atteint un niveau insupportable pour la reproduction du capital. Renouvellement des machines de plus en plus fréquent, qualification de la main-d'œuvre montante lui coûte trop au regard de ce qu'il peut tirer de la spéculation ou du pillage des fonds publics. Dès lors, services publics, santé, formation deviennent pour lui du gaspillage. Il en va de même avec les exigences de démocratie que je vais aborder. Votre sujet n'est pas intemporel, mais questionne les rapports à la politique de manière immédiate. Comment expliquer effectivement la lenteur et les difficultés rencontrées par Macron pour former un gouvernement, si ce n'est pas par la profondeur de la crise institutionnelle? Crise, tu l'as rappelé, veut dire ce qui ne peut ni continuer ni revenir en arrière. Pour les classes dirigeantes, ce système est encore trop sous la pression des gens et annonce trop de règles collectives, donc de solidarité pardon. Quant au commun des mortels, cela fait un sacré moment qu'il ne parvient plus à se faire entendre. Ce système ne convient donc plus à personne. Et le problème de cette obsolescence est mondial. Il est à la source de l'élection de Meloni ou de Trump. Il est à la source de visées des libertariens qui reprochent à l'État d'assurer des droits collectifs alors qu'il vise à réduire chaque individu à lui-même. Et, de l'autre côté, il est à la source d'abstention, mais pas par passivité, mais comme manifestation politique. Les moins de 40 ans, excusez-moi, les moins de 40 ans sont contemporains d'une distance critique vis-à-vis de tout principe d'autorité. Quand je dis les moins de 40 ans, il ne s'agit pas d'une question d'âge, mais de génération. Ce n'est pas la même chose. L'âge passe et on est toute sa vie la génération de... Et cela nous conduit vers un concept de Marx qui, à mon sens, tend à être trop peu utilisé, à savoir la notion de force productive. Le travail est bien plus que la production de ses moyens de subsistance. Les humains se font à travers cette production. Les rapports sociaux durant la révolution industrielle découlaient d'une dissociation millénaire, travail intellectuel et de conception, voire de commandement, et travail manuel,
travail d'exécution. Trouver sa place dans la société conduisait à la fois à une certaine uniformisation des comportements et à s'intégrer en se soumettant à ceux qui savent. C'était vrai, y compris en politique. Mais aujourd'hui, travail de conception et travail d'exécution s'entremêlent de plus en plus, y compris chez le même individu. En fait, plus ce travail, conception et exécution, est étroit, plus il est désaliénant et met en quête de démocratie. Ce qui met dans les faits, c'est un des problèmes que rencontre ce qu'on appelle le managériat, ce qui met en cause bien souvent les hiérarchies. Et cette distance critique vis-à-vis de tout rapport de verticalité se retrouve dans tous les domaines de la vie. On veut être tel que l'on est soi-même dans le collectif humain. D'où, par exemple, l'essor du mouvement féministe ou l'existence relativement récente, neuve, des handisports. Eh bien, cela ne peut pas avoir de conséquences sur la politique. La plus remarquable, à mon sens, de ces conséquences se traduit par une distance vis-à-vis d'elle du fait de son héritage élitiste qui rebute. Élitisme qui est dans les faits, dans le comportement revendiqué par les dites élites, et élitisme perçu par le tout venant comme une confiscation de son libre arbitre. Les politiques, comme on dit, apparaissent être un monde à part et être leur propre finalité. L'éloignement assumé, voire revendiqué des urnes, n'est donc pas assimilable ni à de l'ignorance, ni à du désintérêt, plutôt à une démission volontaire. Dans le meilleur des cas, cet éloignement signifie à quoi ça sert? En 40 ans, la gauche a été 4 fois au gouvernement et 4 fois elle a déçu. Et souvent, c'est « on ne m'aura plus, j'ai déjà donné ». Nous sommes confrontés à un changement, je dirais, d'ordre anthropologique qui condamne le capitalisme, mais aussi toute domination, discours d'autorité et toute forme de délégation de confiance. Le nous, au sens de classe, composé des multiples jeux qui ne veulent pas disparaître dans un ensemble. Ce n'est pas de l'abstraction, c'est de l'actualité. Nous sommes devant l'urgence d'une construction qui n'est pas de tout repos. D'autant que plus la société se développe, plus le besoin de pouvoir se projeter dans un idéal est nécessaire à la socialisation et que selon Marx, le degré d'humanisation se mesure à l'intérêt porté à autrui. Vous posez dans un morceau de votre texte, faut-il démocratiser l'État? Je ne suis pas sûr que ce soit un objectif pertinent. Déjà, Marx traite de l'État particulièrement à 2 reprises. Dans des textes de critique de Hegel, il y met en cause l'État tel. Il considère que l'État rend les individus, Freud n'étant pas encore passé par là, il n'utilise pas la notion de schizophrène, mais l'idée y est, déchirés avec eux-mêmes. Dans la guerre civile en France, écrite au lendemain de la Commune, il considère que le principal héritage de la Commune est d'avoir fait la démonstration de l'inutilité pour le prolétariat de la conquête du pouvoir d'État, mais d'avoir démontré qu'il fallait chercher à faire autre chose. Je crains que notre héritage soit lié à l'idée que la Commune ayant échoué, il ne fallait pas marcher dans ses pas. Or, c'est une confusion. La Commune n'a pas eu le temps d'échouer. Elle a été écrasée dans le sang. Ce n'est pas la même leçon à tirer. Si je puis faire cette comparaison, l'Union soviétique n'a pas été écrasée, elle a échoué. Lénine a tourné ses yeux vers la seule révolution qui est réussie, la Révolution française, en oubliant peut-être qu'elle portait aussi la marque des conceptions de la bourgeoisie. Or, pour revenir à aujourd'hui, déjà, entre les mouvements coopératifs, nombre d'expérimentations à caractère autogestionnaire
le faire par soi-même pour n'être sous la tutelle de personne ne cesse de grandir. C'était une caractéristique qui avait permis aux Gilets jaunes de durer. Ils ont été interrompus davantage par le confinement, autre chose. Pour revenir à Marx, son conflit avec Proudhon ne portait pas sur l'État comme les héritiers de l'un comme de l'autre l'ont retenu. Mais quand on regarde de près, c'était de savoir si, comme le disait Proudhon, la somme des communes ferait la révolution, ou si, comme disait Marx, la somme des détails ne suffit pas à faire un ensemble. Il poursuivait en prenant cette image, sinon on ne comprendrait pas qu'une combinaison d'oxygène et d'hydrogène soit le moyen d'éteindre un feu. On en revient donc à une de ces définitions du communisme, le mouvement réel qui abolit l'ordre ancien, ou, plus lointain, à une définition des tisserands anglais au XIVe siècle, des ouvriers tisserands, dont les nobles disaient d'eux, bof, vous n'êtes que des gens du commun. Et l'un d'eux, Wat Tyler, répond, absolument, nous sommes des gens du commun, et c'est en cela que notre mouvement est du communisme. Il n'y a donc pas que le système qui est confronté à cette nouvelle ère. Les forces de progrès se réclamant d'une alternative y sont tout autant. On ne fera pas la révolution sans intention de la faire. Mais l'intention collective de la faire ne peut qu'être issue des individus. Est-ce le chat qui se mordrait la queue? Pas du tout. Pour les progressistes, c'est un vrai défi. Se dégager dans l'enfermement institutionnel, considérer qu'il n'y a pas à offrir aux gens, on parle souvent d'ailleurs encore d'offres politiques, un projet tout fait pour qu'ils le soutiennent, considérer que la vraie force transformatrice, ce sont les exploités et dominés eux-mêmes à partir de ce à quoi ils sont confrontés. Durkheim dit, non, pardon, peut-on alors raisonnablement penser pouvoir passer d'un déjà là, ce que j'expliquais tout à l'heure avec les différentes manifestations à caractère autogestionnaire, au pas encore là pour construire une intention collective sans que cette intention soit conçue en dehors des intéressés. Je vais prendre un exemple qui devrait nous faire réfléchir. Lorsqu'il a fallu aux législatives faire face au Rassemblement national, la mobilisation populaire a été décisive. N'exagérons pas la portée de l'appel du nouveau Front populaire. Il n'a pas tout créé. De fait, il s'appuyait sur un acquis idéologique qui potentiellement portait une réaction collective. Présenter le vote a été cette fois proposer un passage à l'acte à la portée de toutes et de tous. Attention à ne pas sous-estimer les rapports interpersonnels de chacune et de chacun. Durkheim disait que les représentations collectives supposaient que les consciences agissent et réagissent les unes sur les autres. Et on verra qu'en intégrant toutes les diversités de situations, au fond, elles posent toutes comment se dégager de la loi de finances et comment participer aux décisions. Il est donc possible, non pas d'attendre que cela vienne spontanément, ce serait absurde, mais de prendre des initiatives qui permettront aux intéressés de participer réellement à l'élaboration des solutions et des moyens de les faire aboutir. Attention à l'héritage de ce thermidorien qui disait « Le peuple est sacré, tout doit se faire en son nom, mais rajoutait-il, surtout sans lui. » Après l'échec historique des idéaux tout prêts à penser du siècle dernier, idéaux auxquels il ne restait qu'à adhérer, les forces qui se prétendent de force de la transformation sociale et démocratique ont devant elles un véritable renversement copernicien à effectuer, à savoir accepter de ne plus être le guide qui pédagogiquement expliquerait à de bons élèves, mais accepter d'être un outil de conséquence et de proposition d'action, un levier parmi d'autres
ce qui ne renvoie ni au fait que tout le monde aurait raison, ni à la spontanéité, mais à la confrontation démocratique d'idées et d'expérimentation comme moteur de la révolution. C'est cela ou continuer à déplorer l'absence de perspective et être impuissant devant les recours au populisme. Disant cela, je n'espère pas la passivité des forces du capital face à ce que deviendrait la lutte de classe. Mais c'est seulement ainsi que peut se construire un rapport de force favorable à un processus révolutionnaire. Marx ne disait pas que c'était les partis qui faisaient l'histoire, mais que c'était les masses qui faisaient l'histoire. Chez lui, comme d'habitude, ce n'était pas qu'une formule. Reconnaissons que nous avons parfois du mal à le prendre au mot. Or, si on considère que la question se pose mondialement, eh bien, il peut y avoir, de fait, des échos dans d'autres pays. Je prends deux exemples. Je suis lié à un anarchiste grec qui, au moment des Gilets jaunes, m'a envoyé une photo où on voit des gens de nuit faire des feux de camp avec des gilets jaunes et des drapeaux bleu, blanc, rouge. Et il m'écrit, non, non, ce n'était pas chez toi, c'était chez moi à Athènes hier. Il y a eu récemment un mouvement important chez les agriculteurs qui a fait tache d'huile après, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et je dirais que nous avons fait les nuits debout après que les Égyptiens et les Tunisiens aient fait les leurs. Donc, le mouvement populaire peut être aussi un peu considéré comme étant le verre de vin à moitié plein qu'on ne voit pas suffisamment. J'ai fini. Gauche, année zéro. Paris, l'archipel, avril 2011. On va te poser quelques questions Allons-y. et voilà. Avez-vous des remarques ou des questions à poser à Pierre Zarka? Oui, Vincent. Alors, moi, ma question sera pour Rêve. Euh, je voudrais bien savoir quel est ce permis de rien que tu cites et que tu évoques, parce qu'il me semble que d'une certaine façon, à travers ce moment absolument fondateur pour nous et pour le monde, je veux dire la révolution, eh bien, nous avons déjà cette sorte d'opposition entre l'action venant d'en haut, réservée à ceux qui se considèrent et sont considérés comme en mesure de faire la transformation, et puis l'action venant d'en bas, même si bien sûr ces deux oppositions sont relativement limitées. Donc ça, c'était ma première remarque, et je pourrais peut-être l'élargir en passant à cette fameuse formule qui, cette fois-ci, ne concerne pas les masses, mais les partis, la fameuse formule de la salle, qui était apparemment en exergue du texte Que faire de Lénine, c'est-à-dire le parti se renforce en s'épurant. Deux types d'aberrations politiques, faire la révolution sans le peuple et organiser un parti en utilisant uniquement les élites, se désignant elles-mêmes. Dominique? Oui, moi, tu soulèves une question de fond et comment, alors ça poursuit un petit peu le questionnement de Vincent, mais comment tu articules effectivement le rôle, au-delà des partis politiques, le rôle des associations, le rôle des syndicats
et le rôle des partis politiques, mais qui effectivement prendrait en compte la célèbre phrase de Marx, qui, à mon avis, il a dû dire dans sa jeunesse et qu'il a dû retourner vers la fin de sa vie, sur c'est effectivement les peuples qui font l'histoire et comment on restitue justement le travail de développement historique et quel rôle peuvent jouer toutes ces organisations. Donc là, on est bien dans une inversion des rapports pour permettre de nourrir cette créativité populaire et développer l'initiative populaire. D'autres des remarques, des questions? Ligne. Des gens semblent nous mettre au cœur du rôle des appareils politiques et ils interagissent avec leur base et plus largement avec la population. C'est vrai que c'est une question tout à fait importante. Après avoir condamné des dynamiques purement verticales, il ne faudrait pas non plus, par contre, on imagine qu'on peut se passer au sens des appareils, de revoir ce qu'ils sont, mais à mon sens, il n'y a pas besoin d'appareils pour porter des projets politiques construits sur et qui puissent faire briller un peu les yeux, donner envie. Et je pense qu'on manque aussi cruellement la résilience du capitalisme dont parlait tout à l'heure Michel Cavannes, a pu se nourrir aussi, plus ou moins malheureusement, d'une sorte sans doute de lacune de manque de notre côté, enfin, dans nos rangs, d'être capable de mesurer la force des enjeux aussi idéologiques que la question économique, et donc de laisser moins la place de mon expérience syndicale, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, est-ce qu'on peut comprendre, on fait écho avec ce qu'on a appelé le CGT, la vie de Bourgogne. On doit être effectivement autant dans une question d'immédiateté de réponse de recherche de cette protection des besoins, mais aussi l'inscrire, pas seulement avoir aussi une finalité autre qui serait un lendemain meilleur, mais aussi inscrire l'immédiateté dans cette perspective-là. Et on voit que si on perd de vue cela, eh bien, ce qu'on fait avancer se réduit à accommoder, adapter et faire vivre le modèle dominant. Jean Darty. Oui. Bonjour, Jean Darty. Je pense que tu te souviens de moi. J'ai quelques nuances avec toi. J'ai fait une communication je ne veux pas le dévoiler mon nom, mais je veux simplement te saluer très fraternellement en mémoire de la complicité que tu me envoies. Est-ce que tu peux faire des remarques ou des suppositions ou des réponses? Oui, je vais essayer. Excusez-moi, je vais croiser les questions parce que je les prenais au fur et à mesure. Alors, si je fais l'impasse sur un aspect de ce que disait Lynn, je l'entendais très mal. Donc, Oui. je vais essayer d'en tenir compte. Voilà, je partirai de cette idée de comment articuler le rôle des associations, des syndicats, enfin de toute structure, avec ce que je disais sur le rôle du peuple. Ça nous renvoie à la notion de processus. Je crois que l'idée du grand soir est morte. Hein. L'expérience montre que tant mieux. Je serais tenté de dire qu'il faut qu'on rajoute que ça regarde peut-être aussi le grand soir électoral. Ça, c'est... Voilà. Donc, à partir de là, se dégage une autre notion, c'est la notion de processus. Et je vais tâcher d'être plus concret que je ne l'ai été. Je vais prendre un exemple.
Le mouvement sur les retraites. Ne discutons pas du chiffre donné par Macron, imaginons qu'il soit vrai, je sais qu'il est très contesté, mais ce n'est pas l'objet de la journée, quoi. Macron dit, mais vous vous rendez pas compte, ce que vous dites, ça vaut 13 milliards. Je n'ai entendu personne, absolument aucune force, dire, et alors? Il y a 147 milliards de dividendes qui sont versés aux actionnaires du CAC 40 qui ne cotisent à rien. Qu'est-ce que c'est que 13 milliards? C'est-à-dire partir de la demande et non pas faire un programme tout fait en disant écoutez-nous pour vous allez nous soutenir, mais voyons voir quelle est la question suivante que nous pourrions poser. Et si je multipliais les exemples, je ne veux pas le faire pour ne pas être trop long, mais si je multipliais les exemples, ce serait le moyen de passer du contre au pour, et que ce soit un peu les autres qui disent non. Or, quand on regarde l'expérience politique des 40 dernières années, dire non, c'est très difficile. Que ça soit un peu leur tour à être obligé de dire non. Mais ça suppose alors, ça rejoint aussi ce que j'ai entendu de d'Isaïe, l'histoire de la double besogne. Par exemple, du fait de l'histoire, on insiste beaucoup, les syndicalistes insistent beaucoup sur l'indépendance vis-à-vis de la politique. Ils ont raison. Mais l'indépendance vis-à-vis des politiques, ça ne veut pas dire l'indifférence. Et dans la charte d'Amiens, dont on nous parle beaucoup, il y a à la fois l'indépendance et ce que Lynn appelait la double besogne, c'est-à-dire les revendications et le travail pour l'émancipation. Et donc, on s'aperçoit que cette espèce de clivage, d'ailleurs on dit encore le mouvement social, j'utilise moi-même l'expression, est en vérité une forme d'aliénation qui accepte que la politique, ça soit en haut, à nous les doléances, à nous les larmes, à nous la mauvaise humeur, et à eux le tout faire, en haut. Et c'est l'héritage de Thermidor qui continue. Je veux donner un exemple, je m'excuse historique, on ne se refait pas tout à fait. Le suffrage universel masculin, nous le devons au lendemain de l'écrasement de la Commune, aussi à des monarchistes. Ça devrait nous amener à trouver ça suspect. Thiers n'est pas seulement un massacreur, c'est un ancien ministre de Charles X. Et alors, devant ses pairs, qui ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup il est pour le suffrage universel masculin, il leur dit cette chose formidable. 1830, révolution. 1848, révolution. 1871, révolution. Vous n'en avez pas assez d'être pris par surprise. Prendre le pouls des glaces dangereuses régulièrement nous permettra de pouvoir prévenir plutôt que d'avoir à guérir. Et il rajoute en 71, et déjà en 48, il s'est passé quelque chose, les classes dangereuses se sont données leurs élites intellectuelles. Il faut absolument absorber ces élites et les couper des classes dangereuses. Ben, bravo Thiers, parce que ça continue. Voilà. Et donc, quand on prend les actions d'en haut, moi, mon âge me permet de remonter par exemple à 81, et ben, ce qui se passe régulièrement, c'est la désillusion, c'est la déception. Parce que pour reprendre l'expression de quelqu'un, le grand acquis de 81, c'est les assassins qui en ont profité, c'est la suppression de la peine de mort. Voilà. Et je trouve ça très bien, mais enfin, ça fait un peu court comme bilan. Et, et donc, en bas, encore une fois, pourquoi les gens ne vont pas spontanément vers la solution dont je parlais tout à l'heure, par exemple sur les profits? Ben, parce que la spontanéité n'existe pas. Et que
il continue, d'ailleurs, c'est très intéressant de discuter avec des abstentionnistes, il continue, le mot politique les renvoie au parti et donc les renvoie à la confiscation de leur volonté. Donc, ils ne font pas de politique. Et ils se replient sur, moi je l'ai entendu dire beaucoup, sur ce qui est maîtrisable démocratiquement, c'est-à-dire un espace petit, soit un espace géographique petit, euh, les initiatives locales de caractère autogestionnaire, soit un espace thématique petit, dans la peur d'être noyé. J'ai discuté par exemple avec des migrants qui défendent tout à fait normalement leurs droits. Et lorsqu'on évoque avec eux la lutte de classe, ah non, 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 tu vas nous noyer, on va disparaître dans un fatras. Non, nous, on veut défendre nos droits. Et voilà le caractère pernicieux que laisse l'image des partis. Et je serais tenté de dire, ça continue, ça continue. Il y a eu, je le disais tout à l'heure, un mouvement de masse énorme en juin pour le vote face au Rassemblement national. À quel moment, depuis, sur les questions budgétaires, ce mouvement a été euh, concerté pour savoir comment intervenir à l'Assemblée nationale? Ben voilà, on est réduit à l'état de spectateur. Et après, on dit, ah, c'est drôle, euh, ça, ça marche pas bien. Donc, je crois que la question, encore une fois, n'est pas du tout de se faire l'illusion de la spontanéité, c'est la nature de l'apport qui est posée. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Pour l'instant, la nature de l'apport des politiques vis-à-vis de la masse de la population, vous pouvez regarder les mots, c'est un calque sur les rapports de l'Église vis-à-vis des fidèles. C'est exactement de même nature. Mais si on veut que ça bouge en bas, alors encore une fois, je ne dis pas qu'il faut se pencher et attendre, mais je reprends mon exemple des 147 milliards, on peut prendre d'autres choses. Qu'est-ce qu'on met en pâture comme idée? Ça ne veut pas dire que tout le monde va plonger dessus joyeusement, comme si c'était le Messie, mais ça veut dire qu'on ouvre un débat sur est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce que ça va ruiner l'économie, est-ce que ça va pas ruiner l'économie. Et donc on est complètement à changer le centre de gravité de ce qu'est aujourd'hui la lutte des classes. Merci beaucoup, Pierre. Tu veux dire un mot? Non, non, mais peut-être prolonger. Il nous reste encore un quart d'heure, donc ça vaut le coup de l'utiliser. Mais je veux dire, les questions que soulève Pierre, elles sont pas de détail. Et je partage beaucoup pas tout ce qu'il dit, mais la manière dont il pose effectivement le rapport nouveau qu'on doit établir entre les institutions qu'on s'est données ou pas, hein, qu'on a subies, et puis la population. Enfin, moi, j'ai toujours été frappé que par le fait que, y compris le mouvement ouvrier, les mouvements révolutionnaires et les périodes ont été profondément élitistes dans leur démarche. C'est aussi lié à la manière dont on a idéalisé les Lumières dans la Révolution de 1789 et qui ont joué un rôle important. Hein. Je ne suis pas en train de jouer, moi, une opposition stérile à l'égard des élites, hein. Pas du tout. Mais il faut bien quand même constater que la manière dont on forme les gens aujourd'hui, dont l'éducation nationale fonctionne aujourd'hui, elle est profondément élitiste et elle évince la plupart de la jeunesse de l'accès aux connaissances les plus élaborées qui mériteraient d'être partagées par le plus grand nombre, ne serait-ce que pour affronter la société dans laquelle ils vivent et des perspectives pour l'avenir. Et donc, pour moi, le rapport qu'on établit entre le peuple, les gens, les citoyens et les organisations, qu'elles soient politiques, syndicales ou associatives, hein, pour moi, ils sont issus de la même structuration, hein, évidemment, dans des temps historiques différents, mais ils ont quand même, ça bouge.
je dis pas, je suis pas en train de dire que tout est à jeter. Je suis engagé politiquement, je suis engagé syndicalement, je suis engagé dans plein d'associations. Donc, je suis pas en train Mais quand même, l'expérience que j'en fais, c'est qu'il y a vraiment besoin d'une transformation culturelle et d'une transformation des pratiques, notamment de ceux qui animent ces secteurs-là, de telle manière qu'on renoue. Alors, je ne suis pas du tout un idéaliste. Les gens que je connais, que je pratique dans ma cité, que je pratique dans mon organisation syndicale ou dans mon organisation politique ou dans les autres associations, il y a une diversité, je dirais, de personnes, d'individus, avec des changements, enfin avec des trajectoires historiques bien singulières, des comportements humains très différents, des cultures très différentes, mais justement, ça doit nous obliger, moi je ne suis pas en train de chercher l'uniformité des comportements, hein, qu'on s'explique bien, hein, mais d'essayer de construire des rapports différents qui nous permettent justement de grandir ensemble. Parce que quand on parle d'émancipation, l'émancipation, elle est d'abord individuelle avant d'être collective. Ou en tout cas, les choses se maturent sur des niveaux différents. Mais voilà. Donc, c'est toutes ces questions que tu soulèves, Pierre, et que si tu as envie de rajouter des éléments, ou si dans la salle, il y a des évocations, allons-y. Vas-y. Avance-toi un petit peu, simplement. Je suis très heureux d'avoir pu écouter depuis ce matin tout ce que vous avez dit. Mais par rapport à ça, c'est un sujet qui m'est très sensible actuellement, parce que j'ai occupé des fonctions de secrétaire de l'Union syndicale des retraités de la Gironde, donc c'est quand même 3000 retraités syndiqués à la CGT. Et ma contribution au comité national va dans ce sens, en fait, en disant que la démarche ne s'inverse pas forcément tout le temps. C'est-à-dire, nous-mêmes, là, actuellement, on a fait des demandes un peu à tous les élus par rapport à ce que tu disais sur nos propositions, par rapport en particulier à ce qui touche, j'évoquerai qu'un seul sujet, mais qui est très sensible, c'est la perte d'autonomie, la dépendance, enfin, avec une structuration qui est catastrophique pour les personnes âgées. On a eu, même avec, moi je suis dans la 12e circonscription, Mathilde Le Pen, aucune réponse. Enfin, j'ai envoyé le courrier, on voit bien, on a eu 2 réponses, une sénatrice de droite et une députée de droite. Donc, et moi, donc ma contribution va aussi dans ce sens où nos élus, et je pense nous, dans notre département, on n'a pas de députés, mais on a quand même des élus à la région, au département, que nos élus, il y a un peu cette démarche de se dire, attends, on a quand même 3000 retraités, je ne vais pas dire qu'ils sont tous, je parle des élus communistes. Il y en a quand même une grosse majorité qui vote communiste. Donc, c'est quand même aussi qu'il y a cette démarche en disant 3000 retraités syndiqués à la CGT dans le département, on pourrait quand même peut-être avoir l'idée de les rencontrer et que ça ne s'inverse pas, ce ne sont pas toujours nous qui sommes obligés d'aller rencontrer les élus, parce que dès que, sinon on va dans le sens, moi je vois, on a eu un comité général, là, dans le sens où, au bout du compte, il parlait de l'abstention et tout, mais il y a le sentiment de se dire, en fait, les élus, une fois qu'ils sont élus, ils ont nos voix, quoi, mais après c'est fini, quoi. On tombe un peu dans l'oubli, et ça nous paraît à la fois très important, comme te disait Michel aussi, si on veut renverser les choses, qu'on imagine, on invente, alors il y a des choses qui se font, hein, et qu'on invente des démarches nouvelles pour que les citoyens, le peuple, comme on dit, ou les gens, moi je vois dans ma commune, eh bien, ils puissent avoir aussi leur mot à dire. Voilà. Oui, Jean. Non. Très bien. Jean. Je pense que la question de l'éducation culturelle, etc., est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Je prends quelques exemples. Dans ma famille,
Ma femme a 2 filles, j'ai 2 beaux-fils, j'ai continué à les élever. Le plus jeune, j'ai fait des pieds et des mains, de la pédagogie pour essayer de l'amener à la lecture. Rien à faire. Échec total. Il y a maintenant 50 ans, on échange nos livres. On échange nos livres. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'en sais rien. Il y a quelque chose a mûri en lui que peut-être j'ai contribué à semer. Deuxième exemple, j'ai vécu comme Pierre Sarka les années noires de l'Union soviétique. On a fermé les églises. Ils ont fermé les églises. Ils ont appris la philo marxiste selon la conception léniniste dans les écoles dès l'âge primaire, etc., etc. Résultat, c'est pas la peine que je le développe ici, vous m'avez compris, ça n'a servi absolument à rien. Alors, voilà, je crois par contre, Dominique, ce que tu disais, j'ai pas de recette, j'ai pas de réponse, hein. Je discours, c'est tout, j'objecte et je discours. Mais je crois profondément à la démocratie. Profondément, mais ça dépend de ce qu'on entend par démocratie, parce que chacun en a sa conception, c'est pas si simple non plus que ça. Mais disons à l'échange, à la fraternité, sur le lieu de travail, sur là où on vit, là, etc. C'est-à-dire la participation active intellectuelle à la vie tout court. La vie, tout court. Je veux rebondir quand même, Pierre, puisque j'ai le plaisir de t'avoir en face de moi, sur ce que tu viens de dire à propos des syndicats. Dans cet état d'esprit, entendons-nous bien. Charte d'Amiens, je sais, ça c'est la tarte à la crème, on nous le sert à chaque fois. Sauf qu'il y a une identité propre au syndicalisme. Et si les politiques, au sens large, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, etc., si la pensée politique ne prend pas en compte qu'il existe une réalité différente, propre au syndicalisme, on va à l'échec. On n'a pas besoin de 2 partis communistes ou d'un parti communiste bis qui serait la CGT. C'est totalement négatif. Il y a un syndicalisme qui participe de la construction de la société et qui est différent de la conception d'un parti politique. Et donc les deux doivent marcher de pair, mais chacun chez soi. Et j'ai trop vécu, tu le sais, puisque j'ai démissionné du bureau fédéral pour cette raison, cette conception de l'avant-garde éclairée et du parti guide pour aujourd'hui constater qu'une partie de notre échec vient de là. Le syndicalisme doit continuer et devenir unitaire dans l'ensemble des syndicats et les partis d'eux-mêmes, chacun chez soi, et se retrouver ensemble quand il le faut au point d'ordre. Merci. Merci. Oui. Tu peux y aller, hein, Pierre. Oui. Je vais alors, je vais essayer de ne pas être long, l'heure tourne, et puis beaucoup de choses ont été dites. Juste d'abord 2 mots, et puis je reviendrai après sur le syndicalisme, mais 2 mots sur l'évocation d'éducation au sens large, je suppose. D'abord, c'est une parenthèse, mais l'échec ou la faillite de l'Union soviétique, c'est pas que ça n'a servi à rien. C'est un fait. Je ne connais pas dans l'histoire humaine quelque chose d'aussi négatif que des millions d'hommes et de femmes sur la planète ont cru en quelque chose et que ça s'avérait être un leurre, voire un mensonge. Il aurait fallu, pour avoir le même exemple, apprendre qu'au 8e ou au 9e siècle, que le Christ était un gangster ou un pédophile, quoi. Vous voyez, c'est le même effet. C'est-à-dire que bien souvent, moi j'ai eu cette discussion avec des gilets jaunes, tout a été essayé, rien n'a marché. On a cet handicap, il faut le savoir. La deuxième chose que je veux dire, c'est sur la manière dont on évoque, je serais tenté de dire, la transmission.
On avait cette discussion il y a quelques années au sein d'un groupe de travail. Il y avait un prof, tout d'un coup, il se marre et il me dit, je me rends compte que le premier mot que je dis à mes élèves, un instituteur, c'est asseyez-vous et taisez-vous. Et alors, il y a un chercheur en mathématiques qui a participé à un bouquin qui s'appelle Tout le monde est fort en maths et qui dit, moi, quand j'étais prof au lycée, ce que je demandais aux élèves, c'était de la docilité. Il fallait répéter les théorèmes, mais il n'y a aucun personnage qui a trouvé les théorèmes, qui a fait preuve de docilité, ils ont fait preuve de créativité. Et alors, quand j'étais prof, je sanctionnais les élèves qui faisaient des fautes, et maintenant que je suis au CNRS, je suis payé pour faire des fautes. Il faut qu'on s'interroge sur ce rapport de verticalité, jusqu'où il va se nicher dans notre normalité. Et alors, deuxième, je pourrais multiplier à l'envi des exemples comme ça. Deuxième question sur la diversité évoquée tout à l'heure. Je voudrais insister aussi, parce que euh, moi j'ai été au Parti communiste pendant très longtemps. Dans nos discours, on intégrait la diversité à l'égard des autres, mais comme une concession, pas comme un enrichissement. Il fallait faire bien que, ou avec, par réalisme. Et donc, d'ailleurs, le propre de l'appareil, et ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'y suis pas resté, c'est qu'on avait une cascade de hiérarchie. Il y avait les communistes qui savaient, les sympathisants qui étaient presque, et la grande masse à laquelle il fallait expliquer. Et l'objectif, c'était de se faire soutenir au bon moment. On n'était pas du tout dans la créativité du peuple. Alors, cette créativité, elle est obligatoirement d'ordre chaotique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, évidemment, on ne peut pas rêver l'uniformité. Enfin, c'est absurde. Mais justement, si je suis dans les logiques actuelles, enfermé dans un parti, alors d'abord, je suis en compétition avec les autres partis. Et on le voit dans les difficultés rencontrées, alors encore à l'heure actuelle, avec le nouveau Front populaire. Et puis, quand je discute avec quelqu'un, bah, la première chose que je cherche, c'est il n'est pas comme moi. Et le quelqu'un, pareil, me renvoie la même image. Or, moi, je vois, par exemple, je suis dans un village où maintenant on fait un conseil d'habitants, et je prends cet exemple, il y a parmi nous deux, trois électeurs, anciens électeurs de Sarkozy, ils savent plus où ils en sont, mais quand on parle des 147 milliards, ils adhèrent, et il y en a un qui, en se marrant, me dit, oh, dis donc, depuis qu'on est ensemble, et puis qui connaît mon parcours, ce que je suis, on n'a pas réussi une seule fois à se mettre en désaccord. Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'appartenance à l'appareil, quelqu'un a utilisé le mot appareil aujourd'hui, conduit à défendre ses frontières inconsciemment, plutôt que à faire en sorte qu'elles soient poreuses dans les deux sens. Or, encore une fois, moi, je ne rêve pas les gens. Je pense que c'est long, que c'est compliqué, que je dis souvent dans les réunions auxquelles je participe dans mon village que quand on commence à être ensemble, bah, le désaccord est fécond. C'est pas qu'il est tolérable, c'est qu'il est fécond. Parce qu'il m'oblige à m'interroger sur pourquoi l'autre est en désaccord avec moi, pourquoi je n'arrive pas à le convaincre. Et je sens que quand on est sur un pied d'égalité, l'autre réfléchit exactement de la même manière. Et ça ne veut pas dire qu'on va sortir de l'eau tiède. Ça veut dire qu'on est obligé de sortir par le haut, avec le temps qu'il faut. Et alors, encore une fois, alors j'en viens à deux questions, et puis j'aurai terminé là-dessus. La question dans ce cadre-là du syndicalisme, j'en insistais sur l'identité propre, bien sûr. Mais pour moi, c'est la différence entre une radioscopie et un scanner. Le scanner a le mérite de prendre nos organes sous toutes les coutures. Eh ben, je serais tenté de dire que une chose est la démarche politique, autre chose est la démarche associative.
Autre chose encore est la démarche syndicale, mais d'avoir ces identités nous permettent de cerner la même réalité par toutes les portes d'entrée. Et donc nous avons besoin de respecter ces parcours, parce que sinon, il y a quelque chose de la réalité qui nous fuit, et elle devient insaisissable, et on construit de l'impuissance. Donc je ne respecte pas la démarche syndicale, puisque c'est ça, par courtoisie ou par bonté d'âme, je la respecte par nécessité, par besoin. Et ça, c'est une garantie que je ne peux pas tricher avec, parce que j'en ai besoin. Voilà. Et alors, dernière chose, c'est sur les retraités et sur la démarche, mais là aussi, il y a la notion je veux revenir sur la notion de processus en essayant, j'aurais du mal là à résoudre le problème, mais je vais attirer l'attention sur une chose. Pour les gens qui sont en situation de dépendance, il ne s'agit pas de leur faire la charité. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de tout le monde. Parce que les gens qui sont dans cette situation, en tout cas tant qu'ils peuvent parler, nous avons besoin la société a besoin de passer. Elle a besoin de s'appuyer sur le passé. Ce n'est pas pour rien qu'on nous détruit les cours d'histoire dans l'enseignement. Et, et, et ces gens-là ont quelque chose à transmettre. Ne serait-ce qu'à leur famille, pas plus loin. Mais je reviens sur ma citation de Durkheim tout à l'heure sur les rapports interpersonnels. C'est ça qui fait la richesse d'une société. Vous savez, il y avait une étude de fait il y a une quinzaine d'années, je ne sais pas où ça en est, mais je pense pas que c'est un des lieux où on fait le plus de politique, c'est dans les repas de famille et dans les repas de fête. Voilà. Parce que les gens parlent, ils s'engueulent, ils discutent. Mais vous voyez comme la vie politique officielle est loin de ces réalités. Et encore une fois, je ne rêve pas d'un truc qui va couler de lui-même et tout. Je pense que c'est pour ça que je pense qu'il faut encore des organisations, mais qui soient dont les frontières soient poreuses. J'ai eu des problèmes au sein de la direction du PC parce que, en disant des choses comme ça, je me suis fait traiter de liquidateur. Et j'ai répondu en disant, oui, mais regardez ce que je liquide et regardez ce que ça ouvre comme porte. Oui, je liquide le rôle dirigeant, le rôle pédagogique de ceux qui savent vis-à-vis des ignorants. Mais je suis à la recherche d'un rôle moteur qui est de construire avec les intéressés, de leur faire des propositions, des suggestions. Vous savez, c'est comme on voit des fois dans les films le rôle comment ça s'appelle, d'un procureur maintenant, d'un juge d'instruction avec une enquête. Ces questions, ces suggestions favorisent l'enquête. C'est pas lui qui fait l'enquête. Ben, c'est pas le parti qui fait la politique, mais il est indispensable par ses questions, par ses suggestions, par ses propositions d'expérimentation. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de spontanéité. Mais ne confondons pas de spontanéité et passivité désintéressée. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Ben, écoute, Merci, on oui. termine dans les temps. Et merci pour cet apport tout à fait constructif et original. Et je te dis à très bientôt et on reprend contact par téléphone pour la suite. Et tu vis à la campagne? Oui, Tu vis dans un petit village? oui, j'ai quitté la région parisienne depuis une douzaine et je suis dans un village où il y a 400 habitants. Et là, Oh, on fait un conseil, ce qui n'est pas simple, hein, je pourrais en parler, parce que on touche justement aux limites de franchir le Rubicon de la politique. ah, On va devenir maire.